À propos d'insertion professionnelle, on parle souvent de qualification, d'employabilité ou encore d'inclusion, des notions proches mais qu'on a tendance à confondre. Si la qualification et l'employabilité sont principalement axées sur le poste de travail occupé par l'individu, il est important à ce stade d'introduire l'aspect plus durable et intégrateur que revêt l'insertion. L'insertion est étroitement associée à l'intégration sociale qui constitue l'une des dimensions de la socialisation. C'est l'idée de trouver sa place dans la société et d'y participer. C'est à la fois un but et un moyen. L'insertion professionnelle se définit comme le processus qui permet à un individu ou à un groupe d'individus d'entrer sur le marché du travail dans des conditions favorables à l'obtention d'un emploi. Évoquons enfin la notion d'inclusion sociale, qui est en même temps plus large et plus ambitieuse que les trois concepts qui la précèdent. Construite initialement pour lutter contre les processus d'exclusion sociale, et souvent développée dans les pays anglo-saxons, l'inclusion est un objectif défini par les organisations internationales, les instances européennes et poursuivi par certaines politiques publiques. Progressivement, elle est devenue une finalité de plus en plus large, regroupant la lutte contre les inégalités sociales, la promotion de l'autonomie des personnes ou la participation citoyenne. Selon vous, en quoi consiste l'insertion professionnelle? C'est accompagner, aider des personnes qui ont des parcours divers et variés, des accidents de vie, des parcours pas linéaires, on va dire, et comment les aider à trouver leur place dans le monde du travail. Finalement, on a commencé à parler de l'insertion professionnelle quand on a commencé à avoir des difficultés, identifier des difficultés de personnes qui ne pouvaient pas avoir accès au marché du travail. Donc ça a commencé dans les années 70, etc., notamment sur le public jeune. Donc c'était après les chocs pétroliers. Et là, on a commencé à s'interroger sur comment on pouvait travailler sur l'insertion professionnelle. C'est des professionnels qui accompagnent, donc qui ont les compétences pour ça, qui accompagnent des publics qui ont du mal à intégrer le marché du travail. Tout le monde n'a pas la chance, en fait, d'avoir le bon réseau, d'avoir les astuces, les dispositifs, en fait, comme à l'IGS, puisque vous êtes préparé finalement à trouver un emploi. Et donc c'est ça, en fait, notre ambition, c'est d'aider des gens qui n'ont pas accès à ces dispositifs, qui sont très éloignés, qui n'en ont pas connaissance, qui par des ruptures de vie, finalement sont beaucoup plus éloignés, donc c'est de les aider.
Lorsque l'on évoque la notion d'éloignement de l'emploi, l'imaginaire collectif aura tendance à penser à certaines populations, telles que les seniors ou les jeunes, sans qualification par exemple. Nous avons demandé à nos répondants quelles étaient, selon eux, la catégorie de personnes susceptibles de rencontrer le plus de difficultés à s'insérer ou se réinsérer professionnellement. 2 catégories sont citées par plus de la moitié des répondants, les personnes en situation de handicap et les chômeurs de longue durée. Ensuite, viennent les personnes en grande précarité sociale, suivies par des chômeurs seniors de plus de 50 ans. Il apparaît ici assez nettement que pour nos répondants, le chômage est en soi un facteur d'exclusion qui constitue sans nul doute un cercle vicieux duquel il est assez difficile de s'extirper. C'est justement remettre des gens à l'emploi, des gens qui ont des difficultés sociales diverses et variées. Ça peut être des jeunes de moins de 26 ans qui sont en difficulté, ça peut être des chômeurs de plus de 50 ans, ça peut être des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et autres. Je vous donne quelques exemples de personnes qui sont dits publics éligibles à l'insertion. Le terme n'est pas très beau, mais en gros, ce sont des gens qui ont des difficultés à retrouver de l'emploi dans des entreprises avec un processus classique. En fait, les personnes concernées, paradoxalement, c'est toute la population. Après, vous êtes dans des organisations, dans des schémas en fonction des territoires, puisqu'en fait, notre volonté, c'est vraiment d'être au plus proche en fait, des territoires que nous côtoyons. Vous avez des difficultés qui sont diverses. Ça peut être autant des jeunes décrocheurs, des adultes qui ont eu des parcours de vie compliqués, des femmes isolées, des personnes qui sortent de prison, des personnes qui sont en situation de précarité, des seniors aussi, qui ont du mal à s'insérer parfois sur le marché de l'emploi, des personnes en situation de handicap, qui est un peu spécifique aussi, avec une approche et des politiques qui sont particulières. Mais voilà, en fait, derrière cette idée de l'insertion, il y a une vraie multitude de personnes concernées. Sur son axe social, une démarche RSE peut notamment permettre de réduire les inégalités persistantes constatées sur le marché du travail. C'est tout naturellement que nos dirigeants, à l'époque Gérard Mestralet, aujourd'hui Jean-Pierre Clamadieu, nous encouragent en fait à travailler au plus près des territoires pour trouver des solutions qui peuvent convenir à un certain nombre de publics bénéficiaires. C'est le fondement même en fait du groupe AG2R La Mondiale qui est d'aider et de faire en sorte de faciliter l'insertion professionnelle du fait de nos travaux et du fait de nos clients sur tout ce qui relève de l'entreprise et de ses salariés. C'est plus une raison d'être qui va nous conduire à œuvrer dans ce cadre-là. L'insertion professionnelle, je pense que nous faisons depuis toujours par essence. Nous sommes une entreprise de ressources humaines. Nous sommes à l'intermédiaire de l'emploi, donc le travail temporaire permet à chacun de pouvoir s'exprimer, aux nouveaux diplômés de pouvoir accéder au premier emploi, aux personnes en reconversion professionnelle de pouvoir accéder à des passerelles d'emploi aussi, et puis à des publics non qualifiés de pouvoir aussi accéder à un emploi. La diversité de nos métiers fait que chacun peut avoir sa place, à condition qu'on se donne la peine de les accompagner. Ça fait plusieurs années, maintenant plus de 15 ans, que Orange mène une politique volontariste en matière de diversité et d'inclusion. On est un groupe international, je l'ai dit, plus de 140 nationalités dans plusieurs pays dans le monde, notamment Afrique, Moyen-Orient, Europe. Et pour nous, la diversité des profils, l'insertion professionnelle, c'est une vraie richesse, une vraie opportunité, à la fois en termes de performance économique, performance sociale, innovation et aussi bien-être des collaborateurs. Donc ça fait des années effectivement qu'on favorise l'insertion professionnelle, notamment des profils qui sont éloignés de l'emploi. Alors finalement, l'insertion professionnelle est-elle considérée comme un sujet RSE ? Nos répondants confirment que leurs entreprises, majoritairement de grandes entreprises de plus de 5000 salariés, sont toutes engagées en matière de RSE. Quand on cherche à préciser les sujets sur lesquels porte cette politique, on observe un net trio de tête avec l'environnement, la QVT, ainsi que la diversité et la lutte contre les discriminations.
Mais de manière assez paradoxale, si les 3/4 des entreprises sont bien engagées sur ce dernier sujet, la diversité, seuls 43% d'entre elles mènent des actions d'inclusion des publics éloignés de l'emploi, alors que ce sont deux sujets liés par nature. On peut le faire dans une logique de RSE, mais en fait en tout cas le recrutement inclusif dans la vision qu'on en a nous, c'est-à-dire d'avoir un recrutement en fait centré sur les compétences et sur la projection du potentiel de la personne sur le poste, c'est juste une manière de bien recruter en fait. Et donc pour nous, recruter inclusif, c'est d'abord recruter plus efficacement. Alors on y vient souvent plus vite quand il y a en plus une volonté de responsabilité sociale, et parfois c'est ça qui amène le sujet à se développer dans une entreprise, mais je pense qu'il ne faut pas le faire juste pour cocher une case de responsabilité sociale. Tant mieux, c'est très bien d'y venir comme ça, mais le vrai sujet il n'est pas là en fait. C'est-à-dire que si on travaille pour améliorer son process de recrutement, in fine, on améliore ses compétences disponibles dans l'entreprise. On a plus de 7% de personnel en situation de handicap au sein de l'entreprise. On vient de signer un nouvel accord sur Orange SA sur l'insertion des personnes en situation de handicap et la lutte contre les discriminations. Et ça fait partie aussi des engagements forts qu'on prend, notamment de recruter aussi des jeunes alternants en situation de handicap. Finalement, ils sont multiples les objectifs. Le premier, c'est aussi d'aller sourcer différemment des candidats sur des métiers en tension sur lesquels on a des difficultés de recrutement parce que ces métiers-là sont peu connus, il n'y a pas de formation pour y accéder ou bien... Finalement, ce sont des métiers qui peuvent rebuter parfois, le secteur des déchets, le secteur de l'industrie. Eh bien, il y a différentes manières de trouver des candidats et faire appel à l'insertion professionnelle peut être une solution pour recruter ces candidats-là. Pourquoi une entreprise comme Suez s'engage en faveur de l'emploi? C'est aussi parce que quand nous répondons à nos clients privés et publics, de plus en plus il y a des attentes fortes en termes d'engagement social, en termes d'emploi, que ce soit inscrit dans les marchés publics sous la forme des clauses d'insertion ou dans les consultations privées sous la forme de clauses également. Ça permet à une entreprise comme Suez de répondre avec des actions très concrètes à ses clients et d'avoir un engagement concret, réel en faveur de l'emploi des personnes qui en sont éloignées. L'inclusivité, la diversité dans l'entreprise est pour moi ce qui permet à toute entreprise de réussir, dans la mesure où on ne peut pas se passer dans une entreprise de la représentativité de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il viendrait une seule fois à l'idée à une entreprise de se dire moi je ne vais pas vendre à telle communauté mes produits. Donc de la même manière, elle doit être en capacité, puisqu'elle peut vendre à tout le monde, elle doit être en capacité d'accueillir tout le monde. On a lancé avec la start-up Mixity l'empreinte de la diversité. On est à la 2e édition et ça nous permet effectivement de voir comment on se situe et de montrer que à la fois sur la question du genre, du handicap, la diversité des origines, LGBT et l'intergénérationnel, de pouvoir décrire notre politique, de décrire nos KPI et tout ça en toute transparence puisque l'empreinte est disponible sur le site de Mixity. Parce qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu aussi d'attractivité employeur que d'être transparent sur ces enjeux de politique-là. Donc on continue toujours à travailler sur ces indicateurs de mesure. Un des sujets qu'on est en train de travailler aujourd'hui et qui est aussi en discussion avec le gouvernement, c'est la diversité des origines socioculturelles et ethniques. Donc là aussi, on essaye de voir comment on peut avancer sur ces sujets-là, parce qu'on le sait tous, ce qui ne se mesure pas ne se voit pas, donc ne peut pas progresser. Dans le cadre de notre enquête, nous avons cherché à appréhender la perception, mais aussi l'implication de professionnels RH sur le sujet de l'insertion professionnelle. Si nos répondants s'accordent à plus de 90% sur le fait qu'il s'agit là d'un sujet important pour eux, à titre personnel, mais également pour les entreprises, puisqu'ils sont près de 90% à estimer qu'elles doivent s'engager sur le sujet, leur niveau d'implication est plus disparate. Ils sont en effet moins nombreux, moins de 60% à se sentir concernés par le sujet. En affinant ces résultats, on constate que lorsque nos répondants ne sont pas réellement engagés sur le sujet, ils sont majoritairement volontaires et seraient prêts à s'impliquer davantage si l'occasion se présentait.
Selon vous, de manière générale, quel rôle peut jouer la fonction RH dans l'accompagnement et l'inclusion durable des personnes éloignées de l'emploi? Il est évidemment clé pour moi, mais je diffuse, j'allais dire, une conviction très, très personnelle. Je considère ma fonction en tant que DRH évidemment comme cruciale pour l'insertion de publics différents. C'est ma vision et je ne souhaite pas non plus l'imposer de manière générique à l'ensemble de la fonction RH. Pour moi, c'est quand même un élément clé des DRH et qui est aussi un élément d'avenir. La fonction RH, elle est essentielle puisque l'idée, c'est effectivement de travailler sans relâche pour que nos process RH soient, bien sûr, qu'il n'y ait aucun risque de discrimination et fassent en sorte d'être le plus inclusif possible. Alors ça passe bien évidemment par les process recrutement, où là, les recruteurs, mais aussi les managers sont formés au recrutement inclusif. Mais c'est vrai au moment des exercices de promotion, d'égalité salariale. C'est aussi le cas lorsqu'on parle évolution de carrière, et donc faire en sorte que lors des talent reviews, ce prisme-là soit pris en compte par la fonction RH et les managers. Le rôle de la fonction RH est de s'assurer que l'ensemble des process soient vus de manière inclusive et prône la diversité. Alors là, il faut être assez habile. Hein. L'idée n'est pas être militant. Hein. En entreprise, on n'est pas des militants. On exécute, on définit, on exécute des politiques et on le fait de manière intelligente. Voilà. Et pour à la fois ne pas bousculer trop le corps social, parce qu'il y a quand même beaucoup de résistance, hein, il faut aussi en tenir compte, mais il faut comme ça mettre en place progressivement des dispositifs qui favorisent justement une meilleure inclusion et une diversité des profils. C'est le rôle du DRH de définir cette politique qui va créer les passerelles, d'insérer progressivement et puis finalement d'intégrer des profils qui sont différents. Donc c'est avoir aussi un peu d'ambition, d'être un peu habile et puis d'avoir une conviction pour permettre de faire avancer les sujets. Le rôle de RH justement, c'est de faire avec ses contraintes et de faire avancer sa propre entreprise pour être une partie représentante de la société et faire en sorte que tout le monde, plus personne ne soit exclu d'une entreprise ou d'une activité. Quand on parle de diversité, de gestion de la diversité, ben là on l'a fait pour de vrai et pas juste dans les mots, hein, en fait. Et puis il y a l'enjeu d'être un business partner. Et là encore une fois, pour de vrai, c'est d'accompagner le commerce et pas juste, encore une fois, dans les termes, des grands termes dont on se gausse, mais là on le met en œuvre pour de vrai, quoi. On n'est pas dans une direction, on va dire, on y est, mais dans une direction entre RSE d'une grande entreprise où on va faire des actions qui sont très bien, hein, d'engagement, de partenariat, sur la diversité. On est, ce que vraiment tu dis, dans le concret et on touche au recrutement en fait. On touche à une fonction essentielle de l'entreprise et pour le coup c'est un engagement qui est fort. C'est un vrai sujet de faire travailler ensemble les RH et les managers de terrain, voilà. Ça ne va pas de soi. Mais du coup, sur cette dimension d'accompagnement des équipes de terrain, de formation, d'outillage, en fait, il est clé. Parce que juste sinon, parfois, ça reste des grands mots, mais ça atterrit pas concrètement sur des actes, en fait. Et donc ce volet-là, il est super important. Et c'est aussi, je pense, comme ça, entre autres, que les équipes RH peuvent renforcer leur légitimité et aussi en aidant concrètement sur des résultats auprès de leurs collègues. La révision des critères, processus et méthodes de sélection constituent donc un chantier clé à mettre en œuvre par les directions des ressources humaines. On vient de réaliser 2 recrutements dans une moyenne société de construction, hein, de BTP. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que les recrutements qu'on a fait avec eux, ils sont couplés avec un accompagnement de fond qui réunit justement manager opérationnel et équipe RH. Et donc ça a permis de travailler sur tous ces sujets-là, de process de recrutement, de quelles compétences on a besoin pour in fine arriver à du recrutement. Et du coup, là, ce qu'on a réussi là pour l'instant à petite échelle, maintenant cette entreprise-là, la DRH, du coup, veut l'étendre à l'ensemble du groupe. D'abord, c'est s'assurer que le recrutement soit le plus inclusif possible, donc en mettant en place des processus d'embauche qui favorisent l'objectivité. C'est aussi former les collaborateurs en interne sur les sujets de diversité et inclusion, sur la lutte contre les stéréotypes et les biais inconscients. C'est aussi mettre en place des indicateurs
pour suivre la diversité en entreprise. Et enfin, une fois que la personne est recrutée, c'est s'assurer que son intégration se passe bien, et notamment en mettant en place des points réguliers pendant la période d'essai pour vraiment sécuriser le recrutement. Je pense que c'est par des actions de sensibilisation et aussi par des, comment dire, il faut toujours les gens ont toujours besoin de la preuve du concept, des histoires qui réussissent, l'intérêt qu'ils y trouvent aussi, c'est-à-dire que ça va leur permettre aussi de sourcer des nouveaux candidats, de recruter autrement, parce qu'on ne va pas se concentrer sur un diplôme, sur un parcours linéaire, etc. C'est aller chercher aussi d'autres compétences au sein de la personne. Donc du coup, ça nous incite aussi à regarder autrement, à innover aussi dans nos méthodes de recrutement, dans nos process d'accompagnement, pour pouvoir permettre à ces personnes de pouvoir être incluses dans l'entreprise, et ça porte ses résultats. Les personnes identifiées RH ont principalement eu pour rôle de coordonner ce type de projet, de le porter en interne, de s'assurer que les moyens sont là. C'est pas forcément eux au niveau, qui vont mettre en place opérationnellement la formation en situation de travail, mais en tout cas, c'est des ressources pour porter le projet, le coordonner, et puis aussi participer à toute la partie d'ingénierie en amont. On a des accompagnements en collectif qui durent 2 mois et demi. J'ai créé un déroulé qui s'adapte et globalement ça comprend une phase d'introspection qui est utile à la fois pour les femmes qui sont en réflexion, mais aussi pour les femmes, comme je disais, qui sont très pressées pour apprendre à parler d'elles. Ça comprend des techniques de recherche d'emploi classiques, le CV, ou rechercher des offres d'emploi, comment écrire une lettre de motivation et des simulations d'entretien. Sur les sujets d'insertion, donc au-delà du recrutement, parce qu'on parle beaucoup du recrutement parce que finalement c'est vraiment l'engagement le plus concret et l'impact le plus on va dire positif qu'on puisse avoir sur ces sujets-là, mais plus globalement le groupe Suez, et d'ailleurs nous Rebond aussi on contribue à ce type d'action, en fait fait également des partenariats avec des clubs d'entreprises comme FAS, les entreprises pour la cité, sur des sujets de parrainage de demandeurs d'emploi, parce que c'est aussi une action, le mécénat de compétences des collaborateurs Suez en faveur des demandeurs d'emploi, ça fait aussi partie de ces sujets-là, parce qu'effectivement ces personnes-là ne vont pas être recrutées chez Suez, mais elles vont être accompagnées pendant 3-4 mois, et derrière on sait très bien que le taux de recrutement de ces personnes-là ailleurs augmente, parce qu'elles ont repris confiance en elles, parce qu'elles ont eu des conseils de collaborateurs expérimentés, parce qu'elles ont eu un retour sur leur expérience. Donc il y a une multitude de manières aussi de s'engager, et notamment chez Suez sur ces sujets-là. Quand on s'est intéressé à la nature des actions mises en place par les entreprises engagées sur le sujet de l'insertion, on a pu observer 3 tendances fortes. La première, c'est qu'il est important d'embarquer les collaborateurs et que cela peut passer par des programmes de tutorat, mentoring, plus de 45% des cas, ou par le mécénat de compétences. La seconde nous indique que ces politiques reposent sur des logiques de partenariat avec des associations, dans 2/3 des cas, ou des institutions telles que le Pôle emploi. Les entreprises s'appuient donc sur les acteurs de l'écosystème de l'insertion pour mener à bien leur politique. La troisième, que la formation reste un levier très utilisé, en particulier la formation in situ via l'alternance et l'apprentissage. Quels sont les principaux leviers que vous avez pu actionner pour faire avancer vos projets d'insertion, notamment les partenariats externes ? Nous avons mis en place de nombreux partenariats avec des associations de terrain qui accompagnent les personnes, qui font de l'accompagnement social, qui vont nous aider à lever tous les freins périphériques à l'emploi. Nous partons du principe que nous, notre métier, ce sont les ressources humaines, c'est l'emploi, la mise en emploi, etc. Et les associations, elles ont un autre savoir-faire que nous n'avons pas, cet accompagnement social, et puis la connaissance aussi, cette relation de proximité avec les personnes. Donc l'idée, c'est de mutualiser nos expertises et de pouvoir co-construire ensemble des parcours d'insertion professionnelle. Nous travaillons beaucoup avec des associations, avec des institutions aussi comme les missions locales, les écoles de la deuxième chance, les EPID, et parfois aussi avec des institutions comme les préfectures, les régions, etc., pour accompagner toutes les personnes en difficulté d'emploi. Après, au sein du groupe, c'est vrai qu'on a aussi un levier sur lequel on va s'appuyer
pour lutter contre la fracture numérique, parce qu'on a une expertise sur ces sujets-là. On développe beaucoup d'outils numériques aussi. Il ne s'agit pas de créer des exclusions à côté de nous-mêmes. Donc on va aussi s'appuyer sur cela. Et dans ce domaine-là, on a un partenariat avec Emmaüs Connect, avec lequel on va mettre en place des parcours de formation pour des personnes qui sont en situation d'illettronisme, comme on le dit si joliment d'ailleurs, qui n'est pas joli, mais parce que ce sont des personnes qui sont vraiment en difficulté dans les tâches du quotidien. On a notamment une entreprise qui est un cabinet de ressources humaines qui est venu à notre rencontre en disant voilà, nous on a des heures en pro bono à vous offrir, est-ce que ça vous intéresse ? J'ai sauté sur l'occasion, on a rencontré ces consultantes en ressources humaines qui nous ont dit nous ce qu'on pourrait faire c'est des simulations d'entretien, c'est éventuellement relire des lettres de motivation. On a du mécénat de compétences aussi, donc de nos entreprises partenaires qui animent ici des ateliers de techniques de recherche d'emploi, qui organisent des journées de solidarité, donc, où les collaborateurs, les salariés de l'entreprise vont faire des simulations par exemple d'entretien avec nos jeunes, vont les accueillir dans leur entreprise. L'étape d'après, c'est qu'on va travailler sur le projet professionnel, où on va monter un contrat d'objectifs où chacun va s'engager, la personne qui est chez nous et le salarié, à respecter les rendez-vous, les horaires et ainsi de suite, hein, et à faire ce qu'il faut pour faire réussir son projet professionnel. Et nous, de notre côté, ça va être également mettre en œuvre les moyens d'accompagnement, d'aide, de formation et ainsi de suite qui vont l'aider à mettre en œuvre ce projet professionnel. Le cas le plus préoccupant est sans aucun doute celui des jeunes sans qualification et donc susceptibles d'être davantage accompagnés par les services publics. Il s'agit des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. L'une des catégories de ceux qu'on appelle les NEET, Not in Education, Employment or Training. Il s'agit d'un phénomène de grande ampleur puisqu'en 2019, on dénombrait 1,5 million des jeunes âgés de 15 à 29 ans dans cette situation. Les accompagnements proposés par les pouvoirs publics ou les associations sont souvent pluridisciplinaires, car à la problématique d'insertion professionnelle s'ajoutent fréquemment des difficultés d'ordre social, familial, économique, psychologique ou encore culturel. Les entreprises ont elles aussi un rôle à jouer dans l'accompagnement des jeunes. Et certaines ont d'ores et déjà mis en place des programmes et des démarches spécifiques dans cette optique. On a évoqué les jeunes et l'inclusion des jeunes ou l'insertion professionnelle des jeunes. Ça, c'est un gros sujet aussi pour nous, tant en France qu'à l'international. Donc, on a une politique en matière d'alternance de stage qui est assez emblématique. Ça fait des années aussi qu'en France, on fait du mentorat avec des associations partenaires comme Article 1, Capital Filles, Énergie Jeune, Nos Quartiers ont du talent, j'en oublie, Proxité. Voilà, donc des associations partenaires. Et donc, on a un certain nombre de salariés d'Orange. On a plus de 500 salariés chez Orange qui passent du temps avec des jeunes pour les aider dans leur orientation et qui les mentorent voilà, pour les aider à trouver leur voie et à comprendre les codes de l'entreprise. Nous avons un programme qui s'appelle Parcours Emploi Mobilité Sport qui permet en fait à une cinquantaine de jeunes issus de quartiers prioritaires de bénéficier en fait d'un parcours qui allie à la fois l'alternance, le sport et puis une période militaire. La période militaire, c'est quand vous rencontrez un militaire, vous apprenez finalement la rigueur. Des politiques sont dédiées aux jeunes et particulièrement à ces jeunes sans qualification. Or, ces dispositifs ne profitent pas toujours aux jeunes les plus éloignés de l'emploi. Il en va ainsi notamment des contrats aidés ou de l'alternance. Par ailleurs, les politiques en la matière ont longtemps été centrées sur l'éducation et l'obtention d'un diplôme. Nous accompagnons en fait les jeunes issus de milieux populaires, du lycée au monde professionnel, sur 3 volets différents. Le premier, c'est la réussite dans ses études.
Le deuxième, c'est le choix dans son orientation. Et le troisième, c'est la réussite de son insertion professionnelle. Sur le troisième volet, donc, nous avons développé spécifiquement le programme Job Ready, qui est un programme qui vise à accompagner les jeunes dans l'identification, la valorisation et le développement de leurs compétences transversales pour mieux les préparer à l'insertion professionnelle et développer leur employabilité. Donc moi, mon rôle de coach consiste en gros l'accompagnement du projet professionnel des jeunes. Donc on est là pour ensemble leur apporter des outils dans l'élaboration de leur projet. Notre action, c'est un accompagnement intensif en 8 semaines, resserré sur 2 niveaux, c'est-à-dire un volet collectif, puisqu'on crée une équipe de 10 jeunes qui ne se connaissent pas au départ et qui en fait vont réaliser en fait, un serious game d'entreprise pour se choisir un projet et en fait développer des compétences plutôt transversales, soft skills, et reprendre confiance en eux et construire un projet professionnel. Et donc ça c'est le volet collectif et un volet individuel en même temps, puisqu'ils sont suivis avec un de nos salariés pour en fait lever leurs freins préalables, je dirais, à l'emploi et construire vraiment un projet professionnel qui soit spécifique et réaliste pour eux. Alors avec quel type d'entreprise mettez-vous en place donc, des partenariats sur les sujets de l'insertion professionnelle et en quoi consiste-t-il ? Articulion travaille plutôt avec des partenaires historiques qui sont beaucoup des grands groupes issus du CAC 40. Donc c'est principalement les entreprises qui ont une dimension philanthropique ou qui cherchent à développer leur engagement sociétal et qui développent aussi de plus en plus vraiment une politique ciblée diversité et inclusion. Sur le programme Job Ready, notre action d'abord c'est de les engager à signer un manifeste qui reconnaît l'importance des soft skills comme vecteur d'inclusion qui facilite l'insertion professionnelle. Elles s'engagent aussi à former leurs collaborateurs et leur équipe de recrutement à reconnaître justement les compétences transversales des jeunes qu'ils ont acquis pendant leur parcours de vie, que ce soit professionnel, académique ou des engagements bénévoles. Et elles s'engagent aussi à former leurs jeunes actifs, donc les stagiaires, les alternants, à identifier eux-mêmes leurs compétences transversales et ensuite à les développer pour favoriser à la suite de leur expérience en entreprise leur insertion professionnelle. Quand on a ouvert l'école de la deuxième chance, il y a des grandes entreprises qui se sont inscrites dans ce projet-là. Parce que c'est initié par la ville de Paris et donc il y avait toutes les grandes entreprises qui avaient envie de nous rejoindre. Mais ce n'est pas forcément ces entreprises-là qui nous les embauchent parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre des jeunes qui ont bac-5. Quoi. Donc on a beaucoup de TPE, PME, des associations qui nous embauchent ces jeunes-là, mais les grandes entreprises œuvrent autrement, c'est en versant la taxe d'apprentissage, en faisant des dons. On a 10 grandes entreprises qui sont dans notre conseil d'administration, comme La Poste, EDF, RATP, Corian, etc. Et d'autres vont nous rejoindre, la Paris Habitat qui va nous rejoindre. Et puis on a beaucoup d'entreprises de petites des TPE, PME qui nous soutiennent. On a autour de 4000 entreprises. Avec les associations partenaires, ce que nous essayons de mettre en place, c'est un référent au sein de l'association, un référent au sein de l'entreprise. Et l'Institut fait cette passerelle de se dire qu'une fois que la personne a un emploi, ça permet de rassurer les recruteurs, de se dire que s'il y a une difficulté, s'il y a un problème, on peut s'adresser à quelqu'un. Et pour le candidat qui est inclus à l'entreprise, qui peut avoir aussi des difficultés, ce n'est pas toujours simple d'échanger avec son manager, avec le manager de proximité, etc. C'est d'avoir une tierce personne avec qui on peut discuter librement de ses difficultés, de ses envies, etc. Je pense qu'il est essentiel de continuer cet accompagnement, même une fois que la personne est en emploi, pour pouvoir pérenniser l'emploi. Pour favoriser l'insertion durable des cibles concernées, de nombreux dispositifs d'accompagnement vers l'emploi sont mis en place et utilisés par les entreprises. Ils prennent en considération les exigences de l'économie auxquelles doit faire face l'entreprise. Ces actions d'aide publiques, associatives ou émanant des entreprises elles-mêmes diffèrent aussi selon les objectifs poursuivis. Si ces objectifs se situent au niveau de l'environnement socio-économique, les actions sont ici centrées sur l'emploi lui-même, à travers des mises en situation de travail, des emplois à durée déterminée, de formations qualifiantes courtes, de l'insertion en entreprise à des fins de découverte, etc. Cette approche qualifiante vise alors à développer l'employabilité. La RATP nous passe commande
pour mettre en place des formations qui sont adaptées à leurs besoins et dans l'objectif, la plupart du temps, de recruter les personnes à l'issue de la formation. On est en train de travailler sur une formation pour les agents de sûreté. Donc c'est les personnes que vous pouvez voir qui assurent la sécurité voilà, dans les transports urbains de la RATP. C'est le département sûr, et donc qui souhaite mettre en place et faire bénéficier donc de personnes en recherche de formation en alternance et d'accéder à cette formation-là. Donc on est en train d'identifier les profils des personnes qui pourront accéder à cette formation et les étapes de recrutement qu'on va pouvoir mettre en place pour permettre effectivement de bien cibler les personnes qui seront amenées à être recrutées à terme s'ils obtiennent la certification, ce qui signifie l'obtention de la formation. Pour vous donner un exemple de projet en fait en faveur de l'emploi que Suez a pu mener et que nous Rebond aussi on mène avec Suez et d'autres entreprises, c'est par exemple des projets de montage de formation qualifiante en fait pour les demandeurs d'emploi pour une entreprise. Donc par exemple Suez avait des difficultés de recrutement sur ses agents de réseau eau potable et assainissement. Donc ça faisait plusieurs années qu'il y avait ces difficultés là, qu'il y avait des réflexions sur comment on peut recruter différemment, comment on peut faire monter en compétence des personnes parce que il n'y a pas de qualification en fait spécifique forcément là-dessus. Et donc Suez a réfléchi sur le sujet et donc a monté une formation type en partenariat avec un organisme de formation qui délivrait une formation CAP canalisateur. Et donc il y a à partir de ce CAP canalisateur, il y a une formation sur mesure qui a été créée pour Suez. Et donc Suez a travaillé avec des entreprises d'intérim ou d'insertion pour justement assurer le recrutement de personnes en insertion. Et finalement cette action-là qui réunissait donc 3 acteurs, Suez, l'organisme de formation et des entreprises d'intérim d'insertion, ça a eu pour bénéfice de monter une action en fait spécifique, de monter en compétence pendant 4 mois de salariés en insertion, de faire une promotion Suez en fait, vraiment adaptée aux métiers et aux besoins de Suez, et derrière de remettre des personnes à l'emploi. Et donc cette formation-là, elle a été mise en place en fait pendant 2 ans pour recruter à chaque fois des promotions d'une dizaine de personnes. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment très fort parce qu'à la fois on va recruter des personnes en insertion, on va les faire monter en compétences en leur apportant une formation qualifiante à un métier qui recrute. On va derrière leur apporter une expérience professionnelle puisqu'en fait ces salariés-là restent minimum 6 mois en intérim dans l'entreprise pour, en fait c'est comme un stage pratique on va dire, et au bout de 6 mois si ça se passe bien, Suez les recrute en CDI. Notre vocation, c'est de satisfaire aussi une problématique qu'une entreprise peut se poser. Ensuite, réfléchir ensemble à la manière dont on peut conduire une action, la créer, la conceptualiser, la mettre sous forme de programme, et ensuite aller chercher des financements, puisqu'évidemment ils sont essentiels, soit des financements d'entreprise, soit des financements publics, qui soient départementaux, régionaux, européens. Voilà, c'est ça qu'on arrive finalement à mettre en place sous forme de programme. Sur ces sujets, ça peut être des sujets sur l'accompagnement social et professionnel, sur le recrutement de public, comme le disait Marie-Lou, je dirais, auxquels on n'a pas forcément l'habitude et des RH n'ont pas forcément l'habitude de s'adresser. Donc nous, on va apporter justement toute cette expertise et cette connaissance des mécanismes de l'insertion, cette connaissance de ce qui se passe dans ce monde-là, pour pouvoir justement la mettre à profit de Suez dans le bon sens du terme, quoi. Sur un public du coup adulte, on a donc le programme Les Bons Profils. Et là, en fait, la façon dont nous on le résume sur Les Bons Profils, c'est on accompagne autant les personnes qui cherchent un emploi que les équipes qui en offrent, donc les employeurs. Et donc concrètement, on agit des deux côtés. Là-dessus, auprès des demandeurs d'emploi, en fait, on agit un peu comme une agence de placement. Donc on met en relation les personnes qui sortent de contrats aidés d'insertion avec des offres d'emploi, notamment sur des métiers de première qualification dans des entreprises. Et donc on peut ensuite, sur les cas, les préparer à l'entretien et faire un suivi dans l'emploi, évidemment. Et de l'autre côté, du côté des employeurs, on les accompagne aussi en fait. Et de plus en plus, parce qu'on a vu que c'est justement là où il y a un vrai enjeu préalable pour en fait massifier ce qu'on appelle nous le recrutement inclusif, c'est-à-dire faire évoluer les manières de recruter pour diversifier le sourcing et les pratiques de recrutement des entreprises. Et donc de plus en plus, on accompagne les entreprises un peu de manière préalable pour qu'elles réalisent ce recrutement inclusif. Et donc là, concrètement, on agit à 3 niveaux. On fait de la sensibilisation avec un serious game, avec un quiz, avec des webinaires pour en fait
faire un peu cette prise de conscience et commencer à interroger les pratiques en matière de recrutement dans les entreprises. On fait de la formation aussi, donc une formation recrutée inclusif pour être plus opérationnel sur comment changer concrètement ses méthodes, son process de recrutement, comment on fait. Et puis on fait concrètement de l'aide au recrutement, que ce soit en mettant en relation des entreprises qui veulent diversifier leur sourcing avec différents types d'acteurs, d'associations qui peuvent paraître un peu compliqués pour des entreprises qui ne connaissent pas bien ce secteur-là. Donc on aide à orienter, et on a un vivier de candidats et comme ça on met en relation aussi concrètement des entreprises avec des candidats qui correspondent à leurs besoins. On accompagne des entreprises pour qu'elles mettent en place des actions pour leurs salariés. Donc on n'intervient pas directement auprès de ces bénéficiaires, les personnes en situation de fragilité professionnelle, mais on va outiller, on va accompagner des employeurs pour mettre en place des actions. Quelles sont les difficultés, principaux freins auxquels vous avez été confrontés ? Je dirais ça reste encore malheureusement parfois l'image que peut renvoyer le mot insertion. Les gens qu'on retrouve dans l'insertion sont vraiment des gens qui ont eu, Marie-Laure en parlait, ont des parcours de vie, ont parfois eu un accident de vie et autres, qui font que petit à petit ils se retrouvent dans des situations où ils se retrouvent dans du chômage longue durée. Et quand on est dans un système de chômage longue durée, ça devient très très difficile de retrouver le chemin de l'emploi dans une entreprise classique qui n'est pas toujours organisé pour embaucher des gens qui ont des trous dans leur CV, qui ne savent pas expliquer certaines choses. Les difficultés, en fait, c'est l'image que peuvent avoir, par exemple, les entreprises sur nos jeunes bénéficiaires. Donc, ils souffrent, en fait, d'une stigmatisation sociale et professionnelle. On a souvent, au début, quand on a des nouvelles entreprises qui ne connaissent pas, en fait, le de ces paris, qui ne connaissent pas nos jeunes bénéficiaires, ça arrive souvent en fait qu'ils aient une image d'une population qui ne peut pas s'adapter au monde professionnel, au code de l'entreprise. L'âge, l'origine, l'apparence physique, le handicap ou encore le lieu d'habitation font d'ailleurs partie des motifs les plus souvent identifiés à l'appui des processus d'exclusion dont ils peuvent faire l'objet. Par exemple, nous, dans la formation recruter inclusif, il y a toute une partie sur les stéréotypes et les biais inconscients, qui en fait sont une des causes les plus importantes du recrutement par mimétisme comme ça, ou de faire toujours les mêmes. Parce qu'il faut aller jusque-là, si on veut interroger ses propres pratiques, de pourquoi, pour aller plus vite ou par réflexe ou par habitude, je recrute comme ça de fait depuis des années. Et donc il faut passer par là pour vraiment potentiellement changer ses pratiques. Continuer aussi à lutter contre les stéréotypes parce que il y en a des deux côtés, du côté de l'entreprise, des recruteurs notamment qui parfois peuvent penser que quand on parle des publics qui sont éligibles à l'insertion, c'est forcément des personnes qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de formation, ou qui n'ont pas de diplôme, et qui n'ont pas de qualification. C'est pas du tout le cas. Dans les publics éligibles à l'insertion, on a tout type de profil, et aussi du côté des jeunes, des personnes en situation de précarité, aussi pour dire que l'entreprise est ouverte, que chacun peut y trouver sa place, et qu'on n'est pas forcément le grand capitaliste qui écrase les gens, mais on peut aussi être bienveillant, on peut aussi accompagner les personnes pour qu'elles puissent accéder à un emploi. Les difficultés sont clairement identifiées au niveau managérial. Les managers ont tendance à recruter des profils similaires aux leurs. À se sécuriser en allant chercher la notoriété d'un diplôme sur un CV, en allant chercher la notoriété d'une entreprise sur un CV, et de ne pas aller forcément aller chercher dans tout type d'expérience. Les expériences de job étudiant, les expériences d'engagement bénévole, social des étudiants, l'ensemble des compétences transversales qui ont été acquises, et elles sont pourtant riches en compétences, ces expériences. Je dirais qu'il y a 3 difficultés principales, alors notamment si on prend l'exemple sur les bons profils, et donc sur le côté accompagnement des entreprises pour évoluer vers ces pratiques de recrutement inclusif, comme on dit. Alors 3 freins principaux. Le premier, en tout cas qui nous est renvoyé très souvent, c'est le manque de temps. Alors derrière le manque de temps, en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est que l'activité de recrutement, elle est souvent vécue dans l'urgence, comme en gros, on a un besoin, il faut le pourvoir maintenant. Mais c'est rarement un sujet, heureusement pas toujours, mais rarement un sujet sur lequel les entreprises veulent investir du temps pour monter en qualité, en fait. C'est une question d'importance et d'approche du sujet du recrutement, en fait, qui n'est pas que de l'urgence one shot, mais qui est en fait un vrai sujet RH qui doit être pensé comme ça.
Deuxième difficulté, j'allais dire là aussi classique, c'est le turnover. Et donc si vous avez une personne qui change, surtout sur des métiers terrain qui parfois sont exigeants, faut tout refaire. Alors c'est pas grave, on refait, mais en tout cas du coup ça prend du temps. Et troisième difficulté qu'on a, c'est quand même la distance qu'il peut y avoir souvent, surtout dans des entreprises assez grandes, entre en gros une direction générale qui va vouloir affirmer un engagement, des orientations d'impact social, de responsabilité sociale, et puis sur le terrain, des managers qui eux vont être souvent dans cette urgence de recruter. Oui, mais moi, pourquoi pas faire du social? Mais moi, j'ai un besoin, là, j'ai besoin de quelqu'un demain matin, donc je ne vais pas réinterroger mes critères de recrutement, en fait. J'ai besoin de quelqu'un. Parfois des difficultés à embarquer les collaborateurs dans ce type d'action parce que chacun est dans son quotidien. On peut parfois partir du principe que ça fait partie de notre tâche, de notre portefeuille d'action, mais je pense que l'insertion et l'inclusion, c'est une affaire de tous. C'est pas que les RH, c'est l'ensemble de l'entreprise, c'est l'ensemble des collaborateurs, c'est le sponsor aussi qu'on va avoir au plus haut niveau de l'entreprise. Je pense que c'est un sujet qui doit faire partie intégrante de la stratégie du groupe. L'insertion professionnelle reste un terrain d'expérimentation très important. Et donc il est nécessaire aussi de se remettre en question régulièrement pour assurer la pertinence de nos dispositifs. L'élément important, c'est que ça rentre dans le cadre de la culture d'entreprise et quelque part, ça suive son projet. Et nous, dans notre cadre à nous, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le cadre de notre raison d'être au sein du groupe. L'inclusivité est quelque chose qui peut être difficile à mettre en œuvre au départ, puisque au départ, on se met des contraintes. À partir du moment où l'objectif est donné à tout le monde, il ne peut pas y avoir de frein en dessous. Le RH mettra en œuvre, mettra en musique, mais lui-même ne sera pas freiné dans ses actions, dans toutes les actions en fait qu'il doit mener pour atteindre l'objectif de l'inclusivité de l'entreprise. C'est d'abord une direction générale qui porte un engagement, des interlocuteurs RH qui sont convaincus et investis, et une volonté de mettre en place des actions concrètes au-delà du discours. Ce n'est pas des sujets de présentation, c'est une vraie conviction. Et si on a envie de durer, si on a envie de s'impliquer durablement, il faut véritablement avoir des convictions et les partager. Je pense qu'il faut que chacun y trouve du sens. Il faut que chacun y trouve une utilité, entre guillemets, parce que moi je suis convaincue que c'est utile, mais après il faut aller convaincre chacun. C'est beaucoup de pédagogie, c'est beaucoup de sensibilisation, ce sont aussi des actions que nous menons par des actions de plaidoyer. L'affaire de tous, c'est un peu notre prisme. Moi je dis ok, c'est effectivement sous ma responsabilité, mais que ce soit la RH, les achats, le marketing, la communication, l'immobilier, tous, on doit être open à ces sujets-là et avoir ce mindset-là pour effectivement être le plus inclusif possible, quel que soit notre sujet. Et donc notre gros enjeu, nous, c'est d'insuffler cette culture et ce management inclusif dans toutes les parties de l'organisation. Les accompagner aussi une fois qu'ils sont en emploi, parce que c'est vrai qu'on se focalise souvent sur l'accès à l'emploi, donc la question du recrutement, de la formation, etc. Mais le maintien en emploi est aussi un sujet, et surtout la construction après des parcours professionnels, faire monter en compétences, aider à découvrir aussi des métiers une fois qu'on est à l'intérieur de l'entreprise, c'est aussi le rôle d'Institut au sein du groupe. Après plusieurs années d'études sur la question, les entreprises le savent aujourd'hui, en sont convaincues. La diversité et l'inclusion est source de performance dans l'entreprise. En réunissant au sein d'une même structure des profils variés, différents, complémentaires, ça stimule l'intelligence collective, la créativité, la capacité de compétitivité et donc la performance de l'entreprise. Ce travail au quotidien sur le fait de travailler sur l'insertion professionnelle va apporter, je dirais, la force de la jeunesse et de la diversité quand on va travailler avec des jeunes. Et puis, quand on parle des seniors, on va apporter, je dirais, toute la partie expérience, toute la partie expertise sur cette population plus âgée. Donc ça va favoriser, je dirais,
des synergies au sein des entreprises, et ça va aussi favoriser des ouvertures par l'intermédiaire des jeunes et d'une vision différente. Et surtout d'avoir un vrai vivier sur des métiers qui sont souvent pourvoyeurs d'emploi ou sur des métiers en tension. Déjà, je pense qu'elle n'a pas le choix, parce que demain, une entreprise qui ne s'engage pas sur les sujets sociaux, environnementaux, c'est terminé. Je pense qu'avec les enjeux aujourd'hui qui existent, les attentes de la population et les enjeux auxquels les sociétés vont faire face, je pense qu'une entreprise doit être engagée, et engagée pas que sur l'image, engagée de manière concrète. Il faut que ce soit intégré au business, au cœur de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà essentiel. Également pour répondre aux attentes de ses collaborateurs. Les collaborateurs ont des attentes fortes en termes de sens. Ils souhaitent travailler dans une entreprise qui corresponde aussi à leurs valeurs, et donc je pense que les entreprises doivent aussi, pour la fidélisation des collaborateurs, s'adapter à ces sujets-là, et également parce que les attentes de nos clients, qu'ils soient publics, les collectivités territoriales ou privées, eh bien, ils ont des attentes de plus en plus fortes sur ces sujets-là, et donc les entreprises doivent s'organiser pour y répondre de manière concrète. Ce qu'on constate en général, c'est que les entreprises avec lesquelles on travaille le plus, c'est souvent en fait quand il y a l'addition de deux facteurs. En gros, il y a le social et l'économique. Il faut à la fois qu'il y ait une volonté d'engagement social, de responsabilité sociale de l'entreprise, une volonté aussi parfois de travailler sur sa marque employeur, sur son attractivité, ou aussi de créer de la fierté au sein des équipes de par le fait de travailler avec d'autres types de partenaires. Voilà, donc un côté un peu comme ça social, mais aussi une dimension, vraiment un besoin RH, d'avoir concrètement besoin de recruter sur des métiers qui sont en tension, sur lesquels il manque de profils, sur lesquels ils ne trouvent pas. Et souvent, la volonté en fait de diversifier son sourcing, elle vient de là aussi. En fait, juste il y a un besoin RH économique un peu court terme de répondre à ce besoin-là. Et en général, là où ça avance le plus vite, parce que parfois les entreprises on met longtemps à discuter avant vraiment que ça se transforme en action concrète, mais là où on travaille le plus vite, le mieux, c'est quand il y a ces deux facteurs qui s'additionnent en fait, le social et l'économique. Il n'y a pas 50 manières, si on veut transformer le monde, les entreprises et autres, il faut y aller, il faut faire changer les pratiques de l'intérieur.